En 2002, après 2 défaites, les différentes factions du mouvement pour la démocratie ont enfin accepté de rassembler leurs forces. Personnellement, comme d'autres, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à convaincre l'opposition de s'unifier. Enfin, en 2002, nous nous sommes rassemblés et nous avons lancé un formidable mouvement qui a fini par amener le président Kibaki au pouvoir. Mr. Kenyatta Uhuru Muigai Kanu, 10,648 votes. Mr. Mwai Kibaki of NAC, 30,000. We are very excited that God has given us a different government. Oh, yes. And there is peace in Kenya. Oh, yes. There will be no war. We are proud that now what they have been promising will be delivered now. Yeah. Yes. Mr. Kibaki has it. And we are so excited that Kenya, our prayers are answered. Lutter contre la corruption, aplanir les conflits ethniques ou sociaux dissimulés derrière de pseudo-conflits ethniques, rétablir l'image dégradée du Kenya paradis touristique, la population attend tout cela du nouveau président et de son gouvernement dont fait partie Wangari Maathai. Avant les élections, nous avions passé des accords. Nous nous étions arrangés. Nous avions notamment promis à nos adversaires qui nous avaient rejoints qu'en cas de victoire, nous partagerions le pouvoir. Mais quand nous avons gagné, nous avons refusé d'honorer cette promesse. C'était une erreur. Nous nous sommes laissés guider par l'appétit de pouvoir et l'égoïsme. Et c'est en partie à cause de cela que le pays est encore en guerre. Cet appétit de pouvoir, cet égoïsme des dirigeants, le peuple kényan le paie au prix le plus fort. La réélection contestée de Kibaki en 2007 dégénère en violence politico-ethnique. 1500 morts et 300 000 déplacés dans un pays, par ailleurs affaibli par une sécheresse de grande ampleur. Aucun de nous n'a été invité à s'asseoir à une table pour décider de créer un pays appelé Kenya. Nous n'avons choisi ni son nom, ni son hymne national, ni même son drapeau. Nous ne savions pas à quoi servaient les drapeaux. Nous commençons seulement à l'apprendre. Nous sommes toujours des micronations et les politiciens continuent de diviser pour mieux régner. Ils utilisent nos conflits pour nous manipuler, surtout en période électorale. Il nous faut des hommes politiques prêts à s'asseoir ensemble à une table pour trouver un terrain d'entente, pour qu'on puisse tous se mettre d'accord sur nos intérêts communs. Plus d'un siècle après la colonisation, il serait temps de tourner la page, de tirer les leçons de notre histoire et de nous occuper des séquelles laissées par cette histoire. Il serait temps de dire, apprenons à aller de l'avant tous ensemble. Au XXIe siècle, une micronation ne peut pas faire grand-chose toute seule.
Même le pays appelé Kenya n'arrivera à rien. Nous essayons de former une union est-africaine avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Nous pensons que c'est le meilleur moyen d'assurer notre avenir. Ceux qui nous ont conquis, les Européens, ont su depuis longtemps surmonter les différends qu'ils avaient à l'époque de la colonisation. Maintenant, l'Union européenne est forte. Nous sommes toujours en 1910, à nous battre entre nous, à récolter le mécontentement que nous avons semé pendant ces 100 années. À sa création, l'Organisation de l'Unité africaine avait entériné les frontières issues de la décolonisation. Toujours actuelle, cette intangibilité rend plus pertinente encore le projet panafricain de Kwame Nkrumah. Our objective is African Union now. There is no time to wait. We must unite or we perish. L'OUA était-elle le bon instrument pour relever les nombreux défis qui allaient jalonner l'histoire du continent dans les décennies qui ont suivi sa création? L'OUA n'était pas une organisation d'intégration. C'est pour cette raison que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes économiques, que l'OUA a eu beaucoup de difficultés pour régler les problèmes, par exemple, de bonne gouvernance, de droits humains, parce que l'OUA n'a jamais pu se doter d'organes exécutifs. C'était un secrétariat administratif qui gérait l'OUA, qui montrait les limites. Par contre, l'OUA atteint des objectifs fondamentaux, tels que la lutte contre l'apartheid, la libération du continent, ont été des acquis pour l'OUA. Mais ça ne suffisait pas pour régler les problèmes de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique responsable. En 2000, l'OUA a été rebaptisée Union africaine, ce qui n'est pas une simple question de forme. Il s'agissait en réalité de doter l'organisation de nouveaux instruments d'action, notamment dans le domaine de la justice, de la santé, de l'environnement et de la sécurité. L'UA est intervenue et intervient encore dans la résolution de conflits sur le continent. Mieux structurée que l'OUA, la jeune UA ne pourra être jugée qu'à l'épreuve du temps. Je pense que c'est un processus qui peut connaître des ratés, des retards, mais qu'on ne peut plus arrêter. Je suis persuadé qu'il faut aujourd'hui que cet idéal qui est contenu dans l'Union africaine soit popularisé, soit pris en charge par les jeunes, par les femmes, par les travailleurs, par les masses populaires, comme on dit, que s'affirme une opinion publique africaine. La bataille de notre génération et la bataille de demain pour nous, c'est vraiment la bataille de l'intégration, c'est ça la bataille de l'Afrique. La bataille de la citoyenneté africaine. La bataille, comment dirais-je, de la restauration de la conscience historique africaine. La valorisation de l'identité culturelle africaine dans sa diversité. Cette bataille de la diversité dans l'intégration, c'est notamment le peuple immense de la jeunesse qui devra la conduire. En 2050, la population du continent dépassera le 1,5 milliard d'habitants. Et les jeunes de moins de 20 ans représenteront 70% de cette même population. Voilà bien la première richesse de l'Afrique. Quant à la démocratie, ces aventures chaotiques ne peuvent faire oublier que nulle part dans le monde elle ne s'est faite en un jour. Et qu'en fin de compte, le processus qui doit y conduire paraît bien engagé dans nombre de pays africains. J'ai foi en l'Afrique. D'abord pour des raisons égoïstes, parce que je me sens très bien en Afrique. J'ai vécu ou voyagé dans d'autres pays, mais je me suis toujours senti non seulement somalien, mais avant tout un Africain par excellence. Je vois vers quoi l'Afrique se dirige. Et je vois cela comme quelque chose de positif. Alors je m'y sens très à l'aise. The African history has been a history of humiliation
L'histoire de l'Afrique est une histoire faite d'humiliation, d'oppression, de discrimination. Nous, les Africains, nous aurions toutes les raisons de dire « je baisse les bras ». Mais ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras.